Je suis très heureux aujourd'hui de nous accueillir et de vous accueillir au sein de la Maison des porteurs de projets de Val-de-Fontenay-Alouette, notre opération d'aménagement. Maison des porteurs de projets qui est encore utilisée par l'association Habitude qui fait du recyclage de vêtements de seconde main. Et pour poursuivre nos échanges sur l'opération Val-de-Fontenay-Alouette, on a le plaisir de te recevoir Pablo Georgieff de l'atelier Coloco, qui est le paysagiste de notre maîtrise d'œuvre de l'opération Val-de-Fontenay, aux côtés de Pierre Trévelot de l'agence TVK, de Ville Ouverte, de Zefco, etc. Pour compléter notre table et échanger aujourd'hui, Philippe Gaudias, qui est en charge de tout ce qui est espace public et mobilité, et bien d'autres choses encore à la SPL Marne-au-Bois, Raphaël Bernabi, directrice générale adjointe de la SPL. Peut-être pour commencer notre échange, Pablo, je crois que tu connais Fontenay depuis très longtemps, oui. Peut-être même beaucoup plus longtemps que nous. Et dans quelles circonstances, raconte-nous tout ça. Comment tu as découvert Fontenay ? J'ai découvert Fontenay en descendant d'un avion en 1983, puisque venant de Buenos Aires, Argentine, que nous avons quitté avec ma famille, le 17 avril 1983, on a été accueillis à Fontenay-sous-Bois par une famille d'amis qui nous ont hébergés ici. Et donc on a eu notre parcours d'immigrants qui a démarré par Fontenay, où j'ai vécu pratiquement une quinzaine d'années. Donc j'ai été collégien Victor Duruy, lycéen à Pablo Picasso à côté d'ici, qui fait maintenant partie de notre opération. Donc j'ai fait du taekwondo au club avec Pascal Rafi. Oui, tout à fait. Tu es le même gabarit en plus. Oui, donc j'ai effectivement fréquenté pas mal Fontenay et je suis ravi d'y travailler aujourd'hui. Et alors qu'est-ce que ça t'a fait que de revenir, alors non plus en lycéen ou en habitant, mais en expert, en paysagiste, sur une opération de cette envergure de Val-de-Fontenay ? Beaucoup d'émotions, parce que c'est une partie de ma vie, de ma jeunesse, de mon adolescence qui est là. Et là, je me balade dans les mêmes endroits où je traînais avec mes copains entre deux cours pour réfléchir à comment accueillir le vivant, transformer, améliorer ces endroits sur lesquels je suis maintenant amené à réfléchir en tant que paysagiste, effectivement, expert, mais surtout aussi dans une dynamique de faire la ville, de transformer les lieux, d'améliorer les usages, d'accueillir toutes les formes du vivant. Et donc c'est à ça qu'on est attelé. Mais surtout depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, le territoire a été en mouvement de façon quasi continue, surtout sur le pôle du Val-de-Fontenay. En fait, moi, je l'ai assez bien reconnu quand je suis arrivé, parce que ça n'a pas tant changé que ça, en fait. C'est peut-être que d'un point de vue, on va dire, du fonctionnement plus technique de la ville, il y a des changements, mais moi c'est vrai que je l'avais quitté avec un regard très enfantin peut-être, ou juste de simple jeune homme, quoi, et de m'y replonger en tant que professionnel, que paysagiste, avec des outils de diagnostic, de connaissances. D'ailleurs, nous, on travaille avec un outillage qu'on appelle la carte du bien commun, donc on a mis en mouvement ici ensemble autour de ce projet, qui consiste à se rendre sur le terrain avec les acteurs de l'opération, mais aussi à rencontrer les usagers, beaucoup d'humains, mais aussi des non-humains, des arbres,
faune, flore, et puis de regarder avec cette démarche qu'est-ce qui existe en termes de vivant, et puis de se retrouver à réfléchir sur le terrain ensemble, non pas dans une salle, mais vraiment au sein même des lieux qu'on va transformer, et puis de réfléchir ensuite à partir de ce qu'on pense qu'il faudrait faire ou de ce qu'on rêve à pouvoir faire, et se poser les questions à partir du souhait, du désir ou de l'idéal, et puis de voir comment est-ce qu'on peut redescendre dans l'opérationnel. Et c'est comme ça que, par exemple, ici, on a fini par déterminer une unité de projet qu'on appelle le parc augmenté, sur laquelle on était ce matin encore en train de travailler pour préparer une préfiguration aux travaux. Et donc c'est cette démarche-là qu'on a appliquée ici, et c'est à travers cette démarche-là que j'ai à nouveau redécouvert le territoire d'une manière complètement différente. La rencontre s'est bien faite avec la population, justement, parce que avec les professionnels comme nous, on peut échanger assez vite sur le projet, et notamment sur des choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de travailler au départ, qui est le paysage. Et avec les autres acteurs, avec les habitants par exemple, ou avec les lycéens, je ne sais pas si vous les avez recroisés ou si tu les as recroisés, est-ce que l'échange autour de cet outil carte du bien commun a été facile? Comment ça se fait, ou comment c'est en train de se faire? En fait, l'expérience qu'on a depuis environ 25 ans que Coloco existe et qu'on travaille un peu avec ce type de méthode, en fait, quand on se rend sur place, sur le terrain, et qu'on se rend disponible pour les gens et pour échanger, ça se passe quasiment toujours très bien, dans le sens où on a un dialogue. Parfois, les gens ont des doléances. Ça arrive. Parfois, les gens sont mécontents de la réalité ou de ce qu'ils vivent. Ça peut arriver, mais ça se passe toujours bien, dans le sens où ça apporte quelque chose à la réflexion. Et les gens aussi, pourvu qu'on réussisse à établir avec eux un dialogue sur ce canal, les gens ont beaucoup d'idées, ils ont des espoirs, ils ont des souhaits, des rêves, ils ont aussi des angoisses. Parfois reliées à des choses matérielles du projet, mais ils ont aussi des angoisses dans la vie en général par rapport à ce que le monde est en train de devenir sur les aspects économiques, sur la polarisation sociale, sur une certaine brutalité aussi que le monde est en train de connaître de plus en plus. Et donc les gens font part de ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas que techniquement d'un projet urbain. En fait, finalement, quand on entame le dialogue avec eux sur un projet concret, il y a aussi un peu tout ça qui se met en mouvement, où on crée vraiment une conversation. Et puis, il faut laisser le temps à que tout ça s'exprime, prenne un peu forme. Il y a un temps un peu comme dans les levures quand on fait des préparations culinaires. Il faut que ça travaille. C'est du vivant. On peut pas. Enfin, en tout cas, nous, on peut pas présenter aux gens des choix avec des croix où c'est A ou B. Il faut laisser du temps. Et surtout que, ici, j'ai l'impression que cette démarche est vraiment intéressante parce que la ville, elle existe déjà. Toi, tu y as déjà vécu, et en fait, c'est des espaces très appropriés, ou parfois, du coup, qu'ils ne le sont pas, et pour des raisons qu'il faut qu'on arrive à trouver. C'est un peu le cas du parc augmenté, où on voit qu'il y a des espaces qui marchent déjà très bien, et on va peut-être pas faire grand-chose, en quelque sorte, et d'autres, on se dit qu'ils ont un potentiel de dingue, mais il ne se passe rien, et on ne sait pas pourquoi, et c'est vrai que d'aller les rencontrer et de leur parler, en fait, on engrange des connaissances qu'on n'aurait jamais juste avec toutes les autres études, toutes les autres analyses, les relevés qu'on peut faire, et je pense que c'est vraiment intéressant. Et dans notre travail de maîtrise d'ouvrage, j'aurais une question pour la SPL en tant que telle, Philippe. Est-ce que c'est facile de commencer à travailler avec un outil aussi libre que la carte du bien commun, qui ne peut pas apporter toutes les réponses, effectivement de façon préconçue, à un diagnostic qui est en train d'être posé et partagé avec des habitants, avec des lycéens, etc., contrairement à des process de fabrication plus industrialisés, par exemple sur un pôle intermodal, on va de A à B, et le programme de travaux sur 5 ans, il est calé presque au jour près. Et on voit bien que sur le paysage, c'est une forme de réflexion beaucoup plus libre et qui va se construire chemin faisant. Est-ce que
comment on travaille, nous, maîtres d'ouvrage, face à des process aussi différents? C'est vrai que c'est une approche parfois un peu contraire de celle du grand urbaniste qui va venir avec une idée. Voilà, là il faut faire ça, même si c'est décorrélé du contexte. Là c'est l'inverse, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a sur place, qu'est-ce qui vaut la peine d'être gardé, valorisé, transformé, etc. Et ça je pense, c'est un peu l'air du temps, mais c'est vraiment hyper intéressant et c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on travaille, je pense, maintenant sur la ville. Et peut-être que ce que Pablo disait sur le vivant, c'est qu'en plus vous êtes accompagné de Jean-Luc Ducreux, donc d'un écologue, donc on réfléchit vraiment à voilà, cet espace. Enfin, c'est pas juste du paysage, c'est aussi un habitat pour de la faune, pour de la flore. C'est aussi un des enjeux de comment est-ce qu'on arrive à les révéler. En fait, ça se voit pas forcément à l'œil nu, alors que c'est pas forcément les endroits les plus jolis, mais en fait, écologiquement, c'est peut-être des endroits hyper stratégiques. Par exemple, le talus de l'autoroute, qui n'est pas forcément hyper paysager non plus. Ça, c'est le premier point, et c'est vrai que ce que tu dis, enfin, il faut un petit peu du temps que ça mature, parce que la carte du bien commun, donc on l'actualise, et on l'actualise en lien avec quand même l'image projetée à 10 ans, et on voit qu'il y a des pistes de projets, un peu, on se disait « Ah, mais ça, on a trop envie de le faire, mais en fait, ça marche pas, ou pas maintenant. » Et puis peut-être qu'on le réactivera dans 2 ans, et par contre, il y en a d'autres qui émergent. Voilà, on réfléchit à un projet de pépinière aussi, parce qu'en parallèle, le projet se fait, il commence à y avoir des terrains qui se libèrent, des chantiers qui commencent à d'autres endroits, et ça donne d'autres opportunités d'aller faire du projet, mais à partir de l'existant. Pépinière pour planter les propres arbres que nous allons réutiliser derrière. On a beaucoup parlé de chêne à un moment donné. Oui. Pourquoi? Ah bah parce que quern sub temine fontes. Évidemment. Donc quern sub temine fontes, les fontaines sous les ramures du chêne, c'est la devise de la ville de Fontenay-sous-Bois que j'ai apprise en 6e à l'école ici lorsque j'étais jeune collégien. Voilà, donc tous les collégiens connaissent au moins la devise de la ville de Fontenay. Et donc effectivement, l'écosystème au climax de cette partie de l'Île-de-France, c'était une chênaie, chênaie et trait peut-être. Il y a encore donc au bois de Vincennes, c'est pas des forêts primaires, mais des écosystèmes un peu mûrs de ce type-là qu'on peut voir. Et on se dit qu'aujourd'hui, planter des chênes qui sont des arbres qui arrivent à maturité à 250-300 ans, c'est un acte de projection dans le futur, un acte d'espoir qu'on trouve assez manifeste de se dire qu'aujourd'hui, oui, on est en train de construire peut-être à des horizons de rentabilité des investissements des fonds de pension, mais aussi à des horizons du vivant, et que la ville s'est faite de tout ça. Il n'y en a pas un qui a forcément raison sur l'autre, mais tout ça, ça constitue la ville. C'est comme les logiques de réseaux, d'infrastructures de transport, ça n'aurait pas de sens d'être fait à l'impro avec une logique de carte de bien commun. À l'inverse, le vivant s'adapte très mal à être dessiné, construit et géré avec une logique d'ingénieur. Donc c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on a développé une connaissance de ce que sont l'un et l'autre, que aussi les sciences sociales, le travail d'échange, le travail de terrain, aussi de travail citoyen, la démocratie participative, enfin la manière dont on a aussi aujourd'hui envie de communiquer, de vivre, de prendre les décisions, ça a tout à gagner de cette diversité d'outillage qu'on essaie de mobiliser au bon moment du projet, et puis d'adapter et d'essayer de construire le projet avec tout ça. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que la carte du bien commun pour que nos auditeurs comprennent bien, et comment est en fait la complémentarité avec le plan guide développé par AWP. Moi, il y a 2 choses qui me paraissent hyper intéressantes dans cette démarche-là. C'est comment est-ce qu'on identifie des lieux qu'on peut activer sur des temporalités qui peuvent être plus ou moins à court terme, mais avec des résultats. Aussi, on t'entend souvent parler de quick win, mais comment est-ce que ça s'articule avec ça? Et 2, comment est-ce que, avec notamment toute la question de la réhabilitation du bâti,
on a sur Val de Fontenay, puisqu'il y a un gros gisement de bâtiments qui est déjà existant sur site, et comment est-ce que le paysage et la reconquête en fait de ce paysage s'articulent avec cette réhabilitation-là du bâti, à travers cette carte du bien commun justement. Alors la carte du bien commun, ça part d'une expérience, d'un constat en menant notre travail de paysagiste, où on s'est dit que aujourd'hui le temps c'est peut-être plus important comme outil de projet que l'espace, c'est-à-dire qu'on a pris conscience aujourd'hui que les changements sur les écosystèmes, sur le climat global de notre planète sont tellement importants et tellement rapides et qu'ils rendent tellement incertains les conditions du futur que on a vraiment besoin de se plonger dans le travail tout de suite. C'est-à-dire que le temps de la nature, il est continu. Il n'y a pas d'étape du projet, il n'y a pas de grande pause pour des prises de décision, il n'y a pas de... et donc c'est un temps qui court dès maintenant et même dès avant le projet. Et donc on se dit comment est-ce qu'on observe ce temps-là sur le territoire, comment se déroulent les saisons, on commence à se plonger tout de suite dans ce paysage et à le voir vivre donc aux 4 saisons tout au long de l'année. Et puis on essaye de corréler aussi en fonction des différents projets qui soient d'infrastructures, architecturaux, de gestion, comment est-ce que tout ça commence à trouver des résonances avec le temps de la nature. Et on se dit qu'à certains endroits, on commence à voir émerger des opportunités, des situations où il est utile, où il est propice d'agir, parfois de façon assez légère, peut-être juste en semant à des endroits. On a eu une première occasion d'action où sur ce qu'on pourrait appeler presque un délaissé de voirie qui était livré donc par un promoteur rétrocédé à la ville, et on a pu récupérer une grande bande de terrain dans laquelle on a fait une première collection de 20 chênes. Et donc on s'est dit qu'on a appelé d'ailleurs le Quercetum fontenaysis, donc la chênaie de Fontenay. Et c'est un catalogue en fait des espèces de chênes qui sont adaptées, on va dire, à une évolution vers la méditerranéisation du climat. Je ne sais pas si ce mot existe, mais donc c'est des espèces qui proviennent de régions du monde un peu plus arides que l'Île-de-France et qui sont des chênes qui vont probablement être plus adaptés à la survie que les espèces endémiques de l'Île-de-France. Alors ça, bien sûr, ça suscite le débat, hein. Il y a beaucoup de tenants des écosystèmes indigènes, comme on dit, qui disent non, il faut continuer à planter les mêmes choses avec les mêmes génomes locaux de nos chênes d'Île-de-France. Et il y en a qui finiront par survivre et à avoir une évolution plus naturelle. Et donc la nature va faire son œuvre, elle va sélectionner les chênes les plus résistants et finalement s'adapter à ce changement climatique. Et il y a d'autres stratégies qui consistent à importer des génomes de la même espèce mais qui viennent de régions plus arides, par exemple de la Turquie ou de la Grèce, etc. Donc des végétaux qui sont habitués à beaucoup plus de stress et qui seraient capables de survivre dès maintenant dans ces conditions-là. Et puis d'autres qui seraient des nouvelles espèces qui n'existent pas aujourd'hui et qu'il s'agirait d'importer, de faire voyager, un peu comme moi, des immigrés, on va dire, qui viendraient voilà, apporter à la diversité du paysage fontenaysien. Voilà. C'est vrai qu'on les a, on les a plantés au printemps dernier. Et l'idée, c'est de voir aussi un peu comment est-ce qu'ils évoluent sans forcément un gros entretien. Voir justement un peu tester leur résistance aussi au climat local. Et dans l'optique aussi que ça fasse un petit peu laboratoire pour après quand on va sortir de l'espace public de manière plus massive quand même d'ici quelques temps.
On évoquait tout à l'heure un des premiers actes forts de l'opération d'aménagement en matière de renaturation, repaysagement ou en tout cas d'intervention sur les espaces publics et le paysage. Tu citais tout à l'heure le parc augmenté, cette première pièce. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui constitue ce parc augmenté? Déjà, où est-ce qu'il est situé? Et quels sont un peu les enjeux? Tant je sais que c'est à la limite de la partie habitée du Val de Fontenay, et de la partie tertiaire, et de la partie commerciale, ou de la partie même des équipements publics, la patinoire, la piscine. Qu'est-ce qui fait ce parc augmenté, ou qu'est-ce qui fera demain ce parc augmenté? Et peut-être j'ajoute aussi la notion, parce que c'est intéressant, vous parliez de, le mot est revenu plusieurs fois, mais de laboratoire aussi urbain, de sites où on teste des choses, et en quoi ce parc augmenté, justement là, il est aussi peut-être témoin de cette démarche de laboratoire urbain qu'on essaie de déployer à l'échelle globale de l'opération. Alors le parc augmenté, c'est un lieu qui s'appelle actuellement le Parc des Olympiades et qui est une collinette artificielle réalisée avec tous les gravats de démolition et d'excavation des parkings. Et non, à l'époque. Je ne sais pas s'il y a le RER, il y a peut-être le RER aussi, oui. Tout à fait, à la fin des années 70, en fait, c'est ça qui a fait toute la topographie du secteur de Val de Fontenay, puisque toutes les terres sont restées sur site, sur place. Donc c'était déjà pionnier écologiquement, hein. On ne faisait pas de grands transports de déchets. Alors je dis ça, c'est un peu aussi une blague, hein. En tout cas, à l'époque, je pense qu'on ne le faisait pas pour ces raisons-là, juste pour des raisons d'économie. Ouais. Mais n'empêche que finalement, voilà, on se retrouve sur ce petit relief artificiel et qui se trouve finalement un peu à l'arrière et du complexe sportif et du centre commercial et un peu éloigné des habitations. En fait, c'est un petit parc auquel tout le monde tourne le dos, qui est fermé par des grilles et qui, du coup, est assez peu fréquenté. Il sert seulement de traversée, principalement. Et aussi, il porte une image, un sentiment d'insécurité. Et alors, dès qu'on commence à se rendre sur place et à discuter avec les gens qui le fréquentent, donc les lycéens, des gens qui se réunissent là aussi pour boire des bières et jouer du djembé, des gens qui traversent pour venir faire des courses, des gens qui, jusqu'à une certaine époque, venaient y lire, mais maintenant ils ne viennent plus parce que l'entretien fait que... on va dire que c'est un parc qui était un peu dans une spirale de désamour, quoi. Et de privatisation aussi de l'espace, parce que il y a ce qui fait sa particularité aussi, c'est le fait qu'il soit occupé par deux bâtiments d'une et meilleure, avec un petit RIE aussi au milieu qui a été réalisé à l'époque par Oscar Niemeyer, donc il y a une identité un peu... On a appris en fait que ces bâtiments étaient sur pilotis, et donc tout ça c'était un grand espace public traversant, et puis les limites foncières ont fait que on a commencé à poser des grilles, ça c'est à moi, ça c'est à toi, ça c'est moi qui gère, ça c'est toi qui paye, etc. Et puis on a cloisonné, fermé ces espaces-là, et donc aujourd'hui on va les réouvrir. Donc après que ce projet ait fait son chemin, on va enlever ces grilles-là, et puis on va, dès les semaines qui viennent, réaliser une série d'opérations de préfiguration, donc de plantation participative, de construction de mobilier, d'aménagement qui vont nous permettre de tester un certain nombre d'usages et de dispositifs qu'on est en train de mener en parallèle de l'avant-projet du parc. Et du coup, avec ces deux démarches en parallèle, on a l'expérimentation échelle 1 qui va informer le projet technique. Et donc ça, c'est une manière de travailler qu'on aime beaucoup parce que ça permet de tester sur le terrain en grandeur réelle les choses qu'on dessine, de les améliorer, de les optimiser d'un point de vue économique et de la méthodologie. Et donc, on trouve que c'est une manière très intéressante de travailler, d'impliquer les usagers, de pouvoir aussi corriger sur site
ce qu'on a imaginé, et ça permet d'apprendre en se trompant, d'améliorer les choses, de ne pas forcément dessiner dans l'abstrait des choses qui après serviront pas ou serviront moins, ou qu'on aurait pu faire de manière plus intelligente, plus économe. La réhabilitation d'un parc en quelque sorte et son agrandissement, mais c'est vrai que c'est que de l'espace qui existe déjà et qui est déjà ouvert au public. Parfois où il se passe rien, ou alors qui est en pas très bon état, et qu'il faut faut vraiment qu'on se pose à chaque fois la question du degré d'intervention, quoi. Parfois il n'y a pas grand chose à faire. Et parfois, effectivement, il faut tout recasser en quelque sorte et tout refaire à neuf pour espérer que ça marche à un moment, quoi. Et puis c'est intéressant, je ne sais pas si on l'a encore dit, mais cette idée du parc augmenté, en fait, c'est une unité de projet qui ne figurait pas dans la stratégie urbaine au départ. C'est quelque chose qui est venu au cours du travail qu'on a fait ensemble sur la carte du bien commun, où on a commencé à réfléchir sur les différents espaces qui existaient, ce qui était à disposition, ce qui avait une richesse écologique, ce qui avait une opportunité d'action en termes de maîtrise foncière, de possibilités de montage budgétaire, etc. Et en fait, tous ensemble, et la maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'œuvre, et la ville, et les services, on a fini par construire une opération qui n'était pas dans les plans au départ, mais dont on se rend compte qu'elle a une vraie opportunité pour l'ensemble du projet, parce que en termes de temporalité, en termes de coût-bénéfice, en termes de toute une série de choses, elle a une opportunité, une raison d'être, et donc du coup, on apporte des choses au projet urbain. Y compris en termes de visibilité, parce que c'est un espace que tout le monde traversait, avec un flux assez important, puisque c'est le trajet du centre commercial, du RER, ou des bureaux, ou du lycée, donc des flux un peu partout. Certains s'y posaient, alors je ne sais pas si les endroits de pause du parc ont changé par rapport à quand tu étais lycéen, est-ce que c'est resté à peu près les mêmes ou pas, mais en tout cas de se dire que dans la première phase de l'opération, on a une intervention d'espace public qui va être très visible, et pas que d'une catégorie, les salariés et ou les habitants, mais de tous, parce que tout le monde leur tourne le dos, mais finalement c'est au cœur de tous les passages et de tous les flux et de tous les endroits. Celui qui va à la piscine, à la patinoire ou chercher son bureau passe par là, donc toute heure du jour et de la nuit à peu près. Et est-ce que ça change quelque chose, peut-être pour toi en tant que maîtrise d'ouvrage ou toi en tant que maîtrise d'œuvre, mais on est dans une ville où la ville de Fontenay gère ses espaces publics. Ça, c'est quand même assez spécifique. Ils ont un service d'espaces verts qui est extrêmement dense, important, avec beaucoup de bras, beaucoup de personnel. Est-ce que ça change quelque chose dans la façon de concevoir les espaces verts notamment, ou les espaces publics par rapport à d'autres situations ils ont développé une vraie ingénierie dans le domaine, je pense, en plus spécifiquement sur la ZUC, donc sur tout ce qu'il y a autour de Fontenay. Et ça, c'est vrai que de l'avoir avec nous, c'est vraiment bien. Enfin, on était ce matin avec le service des espaces verts de la ville pour justement parler de la préfiguration du parc augmenté, de se dire comment est-ce qu'on travaille ensemble dessus, et ce qu'on fait là, comment vous le gérez après, pour que ça prenne de l'ampleur, que ça vive mieux. Ça, c'est clair qu'on a beaucoup de chance de pouvoir s'adosser sur ce genre de service de la ville, et qui nous demande plutôt d'ouvrir les espaces plutôt que de les fermer. Là, on va aussi inaugurer un autre parc sur le secteur des Alouettes, et c'est clair qu'on nous a demandé de surtout mettre aucune grille, pour que ça devienne d'ailleurs une sorte de venelle qui relie deux rues, plutôt qu'un espace clos et qui est plus simple à surveiller. Et, là-dessus, on a beaucoup de chance de les avoir avec nous. Alors, des acteurs très locaux avec lesquels on a des discussions au quotidien, et parfois des acteurs qui viennent de très très loin. Je pense notamment au Polytech de Californie, oui. Alors je ne sais pas d'où tu les connais, mais c'est peut-être l'occasion que tu nous le dises, mais surtout que tu as fait venir à Val-de-Fontenay avec une quinzaine d'étudiants pendant quelques semaines, travailler sur le site. Pourquoi, comment ? Alors, le contact avec les étudiants du Polytechnique de Californie, il date de la Biennale du paysage 2022 dont on était commissaire, et ils souhaitaient venir faire un workshop au sein du Potager du Roi, dans le Potager des Hôtes, qui était une œuvre qu'on a menée là-bas durant l'exposition. Et en fait, comme il y a eu cette année-là le début de la guerre en Ukraine,
la fac leur a interdit de voyager en Europe cette année-là. Et du coup, le workshop a été reporté à l'année d'après. Et du coup, l'année d'après, il n'y avait plus la biennale. Et donc, on s'est consulté avec les enseignants. Et on a discuté de plusieurs possibilités de projets. Et puis finalement, on a ensemble décidé que c'est à Fontenay que ça serait le plus intéressant de faire ce workshop. Et donc, il y a une trentaine d'étudiants qui sont venus l'année dernière, et puis une petite trentaine aussi qui reviennent cette année, donc les 2 premières semaines de juin, et qui vont participer donc à la préfiguration et à la plantation du parc augmenté. Et donc effectivement, c'est une expérience vraiment très intéressante, et pour eux et pour nous, parce qu'on est dans des continents différents, on est dans des villes même dans la morphologie très différente. Sans parler du climat. Sans parler du climat, oui. Très multiculturelles toutes les deux. Et il y a des choses avec lesquelles, en même temps, ils se sont sentis très à l'aise avec Fontenay, très à l'aise avec le contact avec les gens et le travail communautaire. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment dans leur pratique là-bas, même si c'est beaucoup plus par communauté, on va dire, aux États-Unis. C'est quelque chose qui est beaucoup plus organisé comme ça. Il n'y a pas l'esprit laïque, on va dire, à la française. Et donc, oui, c'est extrêmement intéressant. Ils nous ont surpris aussi par une liberté d'outillage de projet. Il y en a qui ont fait des jeux de société, qui ont fait des herbiers, qui ont fait puis un côté très performatif dans les présentations, dans lesquelles ils sont assez forts. Donc ouais, c'est une très belle rencontre. Et puis ils ont souhaité revenir à Fontenay, ce qui est quand même un signe d'une relation qui va se construisant, quoi. Ils aiment Fontenay. We love Fontenay, dit-il. Et donc on leur a répondu en latin. C'est ça. Je crois qu'on a parlé plus d'une demi-heure déjà. Et donc il va falloir conclure l'échange. Est-ce que peut-être un dernier mot chacun de ce que on aimerait retenir de cette expérience ou de ce laboratoire fontenaisien de fabrication d'une ville et d'un paysage en même temps, d'un objectif de renaturation assez en profondeur. Moi, j'ai toujours en tête que le Val de Fontenay, le grand ensemble très naturel, très vert, avec une proportion d'espace en pleine terre considérable, plus de 30 ou 40%, et le pôle tertiaire très faible en espace de pleine terre et en espace naturé, qu'on veut désimperméabiliser et renaturer en profondeur à plus de 20 ou 30% des espaces disponibles, non bâtis. Je vais retenir aussi qu'on construisait des bâtiments qu'on espérait construire pour plus de 50 ans et revenir sur des durées de vie de bâtiments beaucoup plus longues que ce qu'on a produit peut-être dans les 20 dernières années. En projection, je me rends compte aussi qu'on va planter pour 300 ans. Alors là, je n'ai le vertige. Mais voilà, donc un échange très riche. Est-ce que Pablo, Philippe, Raphaël, vous avez aussi un mot, une idée, un point à ajouter avant que nous rendions l'antenne? Moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est que l'échelle de l'opération, la continuité dans le temps, à l'horizon dans le temps avec lequel on travaille, et puis le dialogue avec la ville, avec les différents services qu'on a réussi à bâtir, ça ne se donne pas tout de suite, des choses comme ça. C'est 2, 3, 4 ans de travail, ça se construit patiemment, mais ça nous a mené aujourd'hui à une situation où on peut envisager des choses vraiment intéressantes en termes
d'opération, d'économie, de rationalité du projet, de la gestion et de parcimonie des moyens aussi qui est vraiment, à mon avis, adapté à ce qu'est l'urbanisme avec un impact énergétique, avec des émissions de carbone, avec des coûts financiers qui sont sobres, qui sont maîtrisés, qui sont des choses auxquelles on doit réfléchir, et puis de laisser de l'espace aussi pour tous les vivants, quels qu'ils soient, dans la ville. Et on se rend compte que ça donne une qualité de vie, une qualité de ville qui est vraiment agréable et qui est vraiment une plus-value pour une ville aujourd'hui. Et je pense que le projet du Val de Fontenay, il a la capacité d'être un démonstrateur pour ça dans le temps. Et donc on vous invite à y venir découvrir et puis à suivre ce projet dans le temps. Mais je te rejoins, je pense que c'est vraiment un démonstrateur de ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans de la ville déjà constituée. Mais comme on parlait de réhabilitation du bâti et donc de réhabilitation des espaces publics, là, avec les quelques années de recul qu'on a en commun sur ce projet, moi je me rends compte que c'est aussi vraiment un défi, parce qu'à chaque fois qu'on veut planter un arbre, en dessous il y a un RER ou un réseau ou quelque chose, ou alors du remblai où on sait qu'on n'arrivera jamais à rien planter, et qu'on a une quantité de diagnostics, de données à récupérer pour vraiment comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire dessus, comment est-ce qu'on peut intervenir intelligemment vis-à-vis de ces objectifs, qui fait que c'est vraiment pas simple. Beaucoup plus simple de prendre une page blanche et puis d'y aller. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. C'est pour ça que c'est aussi un laboratoire de ce qu'il faudrait faire à plein d'endroits. Voilà. Non, mais je vous rejoins complètement sur ce que vous avez dit. Après, il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué aujourd'hui, mais c'était pas l'objet, mais c'est l'aspect financier quand même malgré tout, puisqu'on est quand même dans un contexte où les ressources des collectivités locales se raréfient et où de fait, voilà, il faut aller chercher l'équilibre d'opérations d'aménagement via des recettes aussi liées au projet immobilier pour justement réaliser et reconquérir ces espaces publics. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime très fortement, justement pour libérer un maximum de potentiel sur cette reconquête dont on a besoin, surtout sur un site comme ça qui, je pense, subit aujourd'hui la privatisation des espaces publics qu'on a connue pendant les 20-30 dernières années. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cet échange passionnant et pour tout le travail effectué d'ailleurs sur les espaces publics à réinventer, reconquérir du Val de Fontenay. Puis à vous donner rendez-vous au prochain épisode.